Situé dans le Massachusetts aux États-Unis, l'hôpital psychiatrique de Denver a été le théâtre de souffrances inimaginables et de traitements inhumains pendant de nombreuses années. La ville de Denver est devenue un symbole de la face sombre de la médecine psychiatrique. Imaginez un instant un hôpital où il y a des abus de lobotomie très controversés, des conditions de vie épouvantables et des histoires de patients abandonnés. Moi-même, en travaillant sur cette vidéo, je peux vous garantir que je vois vraiment plus les hôpitaux psychiatriques de la même façon. Bonjour à tous, avant de commencer cette vidéo, je voulais vraiment vous remercier pour tout le soutien que j'ai eu ces dernières semaines sur ma chaîne et notamment sur ma dernière vidéo concernant l'hôtel Cecil. J'ai eu vraiment beaucoup de retours et de commentaires très positifs. J'ai un début de communauté qui est vraiment incroyable, donc un grand merci à vous. Aujourd'hui, je vous propose de plonger au cœur de l'asile psychiatrique de Denver. On va explorer ensemble les événements et les histoires les plus effrayantes de son passé, ainsi que les vérités dérangeantes qui entourent ce lieu emblématique. L'hôpital psychiatrique de Denver, également connu sous le nom de Denver State Hospital, a été fondé en 1878. Sa création s'inscrit dans un des mouvements les plus larges du 19e siècle visant à améliorer les soins psychiatriques aux États-Unis. Ce mouvement, souvent appelé le mouvement des asiles, avait pour objectif de fournir des traitements plus humains et plus scientifiques aux personnes atteintes de maladies mentales, en opposition d'ailleurs aux méthodes souvent brutales et négligentes utilisées auparavant. L'hôpital, quant à lui, il a été conçu par l'architecte Nathaniel Jeremiah Bradley, suivant le plan Kirkbride, qui est un modèle architectural promu par le psychiatre Thomas Story Kirkbride. Ce modèle préconisait des bâtiments en forme d'ailes de chauve-souris, avec des pavillons s'étendant de part et d'autre d'un bâtiment central. L'objectif de ce design était de maximiser la lumière naturelle et la ventilation, créant un environnement beaucoup plus sain pour les patients. Le bâtiment central était destiné aux patients les plus calmes, tandis que les ailes éloignées abritaient les patients les plus agités. À l'époque de sa construction, la société américaine qui gérait justement cet établissement traversait une période de transformation rapide, qui était aussi très marquée par l'industrialisation et l'urbanisation. Ces changements ont conduit à une augmentation des problèmes de santé mentale, avec une population croissante de personnes souffrant de troubles psychiatriques et sans ressources adéquates pour les traiter. Les asiles comme celui de Denver étaient censés offrir justement un refuge et un traitement dans le cadre de la réforme morale et médicale. Lors de son ouverture, l'asile était perçu comme un symbole d'espoir pour les personnes atteintes de maladies mentales. Le bâtiment, conçu selon le plan Kirkbride, comme je l'évoquais juste avant, était vraiment censé fournir un environnement sain et propice à la guérison des patients. Comme je l'ai dit aussi, chaque pavillon avait des fenêtres pour maximiser la lumière naturelle, avec de la ventilation, et l'hôpital disposait de vastes terrains où les patients pouvaient se promener et participer à des activités en extérieur. Les premières années ont vu des efforts pour créer une atmosphère très thérapeutique et terre-à-terre. Les patients étaient encouragés à participer à des thérapies occupationnelles telles que le jardinage, la couture et d'autres travaux manuels. L'idée était que le travail productif pourrait aider à stabiliser l'état mental des patients. Des programmes éducatifs et récréatifs étaient également mis en place visant à maintenir les patients actifs et engagés. La surpopulation et ses effets dévastateurs, malgré les bonnes intentions initiales, font que l'hôpital psychiatrique de Denver a rapidement été confronté à un problème majeur de surpopulation. Conçu pour accueillir seulement environ 450 patients, l'établissement en hébergeait souvent plus du double à son apogée. Cette surpopulation a eu forcément des conséquences désastreuses sur les conditions de vie des patients. Les dortoirs initialement spacieux et bien ventilés sont devenus bondés et insalubres. Les patients étaient souvent entassés dans des salles communes avec peu de respect pour leur vie privée, voire même leur dignité. Les installations sanitaires étaient inadéquates et l'hygiène générale se détériorait rapidement. Les maladies se propageaient facilement dans ces conditions, aggravant encore plus les souffrances des patients. Face à cette surpopulation et au manque de personnel, les traitements psychiatriques à Denver ont évolué vers les méthodes justement les plus agressives et souvent inhumaines. Dans les premières décennies du XXe siècle, des thérapies comme la thérapie électroconvulsive et la lobotomie sont devenues courantes.
Vous avez vu au début de la vidéo cette dame qui se fait électrocuter sur un lit, je l'ai pas mis par hasard. La thérapie électroconvulsive a été introduite dans les années 1930 et justement ça impliquait l'administration de chocs électriques au cerveau des patients dans le but de provoquer des convulsions. Bien que cette méthode ait montré une certaine efficacité dans certains cas, elle était souvent administrée de manière brutale et sans anesthésie adéquate, causant des souffrances considérables. La lobotomie, quant à elle, est une autre pratique controversée qui a été largement utilisée à Denver dans les années 1940 et 1950. Cette procédure chirurgicale impliquait la section de fibres nerveuses dans le cerveau, dans le but de modifier le comportement des patients. Les lobotomies étaient souvent pratiquées sans le consentement éclairé des patients ou même de leur famille, et les résultats étaient souvent dévastateurs, laissant les patients dans un état catastrophique, voire même handicapant. En plus des traitements médicaux controversés, les conditions de confinement à Denver étaient particulièrement sévères. Les patients considérés comme dangereux ou non conformes étaient souvent placés en isolement dans des petites cellules dépourvues de confort, de fenêtres ou même de lumière. Ces cellules d'isolement étaient sombres, humides et peu ventilées, exacerbant la détresse mentale des patients. L'utilisation de contention physique était également courante. Les patients agités ou violents étaient souvent attachés à leur lit ou enfermés dans des camisoles de force pendant une longue période. Ces pratiques, loin d'aider la guérison, contribuaient à la déshumanisation et à la souffrance des individus qui étaient déjà vulnérables à ce moment-là. Un autre facteur aggravant les conditions de vie des patients à Denver était le manque de personnel qualifié. Avec l'augmentation constante du nombre de patients, l'hôpital peinait à recruter et à retenir suffisamment de médecins, d'infirmières ou de personnel de soutien. Ceux qui travaillaient à Denver étaient souvent surchargés de travail et mal formés, ce qui limitait leur capacité à fournir des soins de qualité. Cette pénurie de personnel qualifié signifiait que les besoins des patients étaient souvent négligés. Les soins médicaux et psychologiques étaient rudimentaires et les activités thérapeutiques et récréatives initialement prévues ont été réduites ou abandonnées. Les patients étaient souvent laissés à eux-mêmes, livrés dans cet endroit sans soutien adéquat pour gérer leurs conditions. Les conditions de vie de ces mêmes patients ont été largement documentées par des témoignages d'anciens patients eux-mêmes ainsi que des membres du personnel et des enquêteurs. Ces récits révèlent un tableau très sombre de négligence, de maltraitance et de souffrance. Les patients décrivent des journées monotones marquées par l'ennui et l'isolement, ainsi que des nuits perturbées par des cris et des pleurs provenant des autres résidents. Les rapports d'inspection et les enquêtes journalistiques ont également mis en lumière les abus et les mauvaises conditions de vie à Denver. Ces révélations ont contribué à accroître la pression pour réformer les soins psychiatriques et ont finalement conduit à des changements significatifs dans la gestion des maladies mentales aux États-Unis. Au fil des décennies, la réputation de l'hôpital psychiatrique de Denver a continué de se détériorer. Avec l'avènement de nouveaux médicaments psychotropes dans les années 1950 et 1960, le traitement des maladies mentales a commencé à se déplacer vers des soins ambulatoires et communautaires, réduisant la nécessité des grands asiles. Dans les années 1980, l'hôpital a commencé à réduire ses activités et à transférer ses patients vers d'autres établissements ou même d'autres programmes de soins communautaires. En 1992, après plus de 110 ans de fonctionnement, il n'y a vraiment pas si longtemps que ça finalement, l'hôpital psychiatrique de Denver a officiellement fermé ses portes. Les récits de fantômes, de bruits étranges et d'activités inexplicables attirent l'attention des chasseurs de fantômes, des historiens ainsi que des amateurs du paranormal dans la région. Cet intérêt pour le surnaturel est en partie alimenté par les conditions difficiles et les souffrances extrêmes vécues par les patients au cours des nombreuses décennies d'opérations à l'hôpital. De nombreux visiteurs et d'anciens employés ont rapporté des expériences étranges et effrayantes qui se sont déroulées là-bas. Les récits de ces témoins incluent des apparitions spectrales, des bruits de pas dans les couloirs vides, des portes qui se claquent apparemment toutes seules et sans raison apparente, et aussi des voix désincarnées chuchotant ou criant dans l'obscurité. Certains témoignages mentionnent des apparitions spécifiques, comme par exemple celle d'une infirmière en uniforme des années 1920 ou encore d'un patient vêtu de la tenue d'hôpital typique de l'époque. Ces figures sont souvent décrites comme éthérées et flottantes, disparaissant soudainement lorsqu'elles sont approchées.
L'hôpital psychiatrique de Denver a été le site de nombreuses enquêtes paranormales menées par des équipes de chasseurs de fantômes. Ces investigations ont souvent été documentées dans des émissions de télévision, dans des livres et dans des documentaires, contribuant à la réputation de Denver comme un lieu vraiment hanté. Les enquêteurs utilisaient souvent une variété d'équipements pour détecter l'activité paranormale, tels que des enregistreurs audio pour capturer les EVP, les Electronic Voice Phénomènes, des caméras infrarouges aussi, des détecteurs de mouvement et des appareils de mesure de champs électromagnétiques. Ces enquêtes ont parfois révélé des résultats très intrigants, comme des voix inexplicables enregistrées ou des fluctuations de température soudaines ainsi que des anomalies visuelles capturées par les caméras. Certaines parties de l'hôpital psychiatrique de Denver sont particulièrement réputées pour leurs activités paranormales. Parmi les lieux les plus hantés, on trouve le tunnel souterrain. Il y en a plusieurs. Ces passages sont utilisés pour transporter à la base les patients et les fournitures entre les bâtiments et sont souvent décrites comme les lieux les plus hantés de l'hôpital. Les enquêteurs et les visiteurs ont rapporté des sensations de malaise extrêmes, des bruits de pas et des ombres en mouvement dans ces tunnels sombres et étroits. Les salles d'isolement sont aussi considérées comme les lieux les plus hantés. Utilisées à la base pour confiner les patients violents ou perturbés, ces cellules sont souvent associées à des sentiments de désespoir et de terreur. Des bruits de grattement, des murmures et des cris ont été rapportés par ceux qui ont osé s'aventurer dans ces espaces clos. Le bâtiment principal également serait considéré comme très hanté. C'est justement le fameux bâtiment central où les patients les plus calmes étaient hébergés. Il est également le site de nombreuses observations paranormales, des apparitions fantomatiques, des objets se déplaçant d'eux-mêmes et des sensations de présence invisible sont fréquemment signalées dans ce bâtiment. Les théories sur les phénomènes paranormaux à l'hôpital psychiatrique de Denver varient largement. Certains chercheurs suggèrent que les souffrances intenses et les émotions négatives des patients ont imprégné l'environnement, laissant derrière elles une énergie résiduelle qui se manifeste sous forme de hantise. D'autres théories incluent l'idée des fameuses pierres de la mémoire, qui est une théorie sur laquelle les matériaux de construction eux-mêmes, comme les briques et les mortiers, pourraient absorber et émettre les échos d'événements du passé. Cette théorie est souvent mentionnée en relation avec les bâtiments anciens chargés d'histoires tragiques. Certaines explications plus sceptiques considèrent que les phénomènes paranormaux peuvent être attribués à des causes naturelles, telles que des courants d'air, des bruits du bâtiment, avec le bois qui travaille par exemple, ou alors des illusions psychologiques induites par l'ambiance sinistre du lieu. Plusieurs cas célèbres de phénomènes paranormaux ont attiré une attention médiatique considérable là-bas. Parmi eux, on peut citer le cas de la salle des traitements. En gros, un groupe d'enquêteurs a rapporté avoir capturé des EVP d'une voix féminine répétant « Aidez-moi ». Les enregistrements, bien que controversés, ont été analysés et considérés comme authentiques par plusieurs experts en paranormal. Les apparitions dans les tunnels, une vidéo prise par une équipe de chasseurs de fantômes montre une silhouette sombre traversant rapidement un tunnel. Bien que la vidéo soit granuleuse, les enquêteurs affirment que l'apparition ne peut être expliquée par aucun autre moyen conventionnel. Je vous conseille de jouer à un jeu vidéo qui s'appelle Outlast si vous aimez vraiment ces ambiances. C'est un jeu qui est incroyable, qui est inspiré de cet endroit et vraiment le frisson est garanti. Au final, l'aura de mystère et de terreur qui entoure l'hôpital psychiatrique de Denver a également influencé la culture populaire. L'établissement a inspiré des films d'horreur, des romans et, comme j'ai dit juste avant, des jeux vidéo, renforçant son image comme un lieu de hantise et de phénomènes inexplicables. Parmi les œuvres notables, le film Session 9 de 2001 tourné sur place explore les thèmes de la folie et du surnaturel dans le cadre de l'hôpital abandonné. Le film a contribué à populariser l'idée de Denver comme un site hanté et à attirer de nouveaux visiteurs et des enquêteurs. Alors que les ombres de l'hôpital psychiatrique de Denver s'étirent à travers les couloirs désertés, elles murmurent encore les échos des âmes tourmentées qui ont autrefois erré entre ces murs imposants. Les bruits lointains de pas et les chuchotements éthérés racontent des histoires de douleur et d'espoir, de souffrance et de rédemption, gravées dans la pierre froide et les souvenirs oubliés. Les bâtiments, bien que partiellement démolis, se dressent toujours comme des sentinelles silencieuses, gardiennes des secrets d'un passé tumultueux. Les ruines de Denver, baignées par la lumière argentée de la lune, se mêlent au vent nocturne,
tissant une toile de mystère et de légende. C'est un lieu où le tangible rencontre l'intangible, où les faits historiques s'entrelacent avec le folklore, créant une symphonie envoûtante de ce qui a été et de ce qui pourrait être. À travers les vitres brisées et les portes grinçantes, la brise murmure des récits de courage et de désespoir, nous rappelle que même dans les lieux les plus sombres, la lumière de l'humanité ne peut être complètement éteinte. L'hôpital psychiatrique de Denver, avec ses fantômes et ses légendes, demeure un témoin silencieux des erreurs du passé et des leçons à retenir pour l'avenir. Ainsi, en quittant ce lieu, empreint d'histoire et de mystère, souvenons-nous que chaque pierre, chaque ombre, chaque souffle du vent porte en lui les fragments d'un passé qui ne doit jamais être oublié.